Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Planète Agriculture, votre magazine 100% agricole. Ce numéro sera consacré aux organismes génétiquement modifiés, encore appelés OGM. Qu'entend-on par OGM? Le Burkina Faso dispose-t-il des outils de régulation et de contrôle de ces technologies? Eh bien, nous en parlons dans ce numéro avec notre invité, Dr Edgar Traoré. Mais bien avant, nous vous plongeons dans un reportage pour vous permettre de mieux comprendre les organismes génétiquement modifiés. Les OGM, les organismes génétiquement modifiés, vous connaissez? Vous en avez sans doute entendu parler. Ils renvoient à quoi exactement? Explication avec le professeur Nicolas Barrault de l'Agence nationale de biosécurité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des OGM, c'est comme si c'était de nouveaux produits, c'est comme si c'était des choses nouvelles, des choses, j'allais dire, diaboliques qui nous tombent là-dessus, alors qu'il n'en est rien. Dans le domaine de l'agriculture, il y en a, dans le domaine de l'environnement, il y en a, dans le domaine de la santé, il y en a. Alors, comme je le disais, c'est un produit de la biotechnologie moderne, donc issu de l'évolution de la biologie. C'est une amélioration continue. La quête de l'excellence a amené la recherche scientifique à aboutir à des produits que nous appelons des organismes génétiquement modifiés. Nous sommes dans les années 2002-2003. Le coton burkinabé est confronté à des attaques sans précédent. Les solutions d'alors, les pesticides, ne sont plus efficaces. Les ravageurs sont de plus en plus nombreux et résistants. Le pays décide de se tourner vers une solution alternative, le coton génétiquement modifié. La culture du coton a toujours été accompagnée de l'utilisation de pesticides chimiques. Et il se trouve qu'à un moment donné, les insectes qu'on veut contrôler, c'est-à-dire qui causent des dommages au coton, étaient devenus insensibles aux produits chimiques qu'on utilisait. Donc, il fallait trouver des alternatives. Une des alternatives était justement d'utiliser les organismes génétiquement modifiés, basés sur ce qu'on appelle une toxine qui était utilisée déjà en agriculture biologique. C'est-à-dire, c'est une toxine qu'on appelle la toxine BT. BT parce que ça vient de Bacillus thuringiensis. C'est une bactérie du sol qui peut produire une toxine qu'on peut utiliser en agriculture biologique. Donc, les scientifiques travaillant sur les OGM se sont dit, au lieu qu'on traite le champ avec la toxine venant du bacillus directement, on pourrait prendre le gène, c'est-à-dire ce qui permet à la bactérie de produire la toxine, on pourrait le transférer chez la plante et la plante va produire elle-même la toxine. Donc c'est ce qui a fait qu'on a mis au point ce coton BT qu'on appelle aussi CGM. Et nous, on s'est intéressé, je crois le Burkina s'est intéressé au CGM justement pour sauver quelque part la culture du coton. La technologie qui a sauvé l'Inde, c'était le coton BT. Mais le coton BT, quand vous entendez BT, le gène qui permet de faire la protéine cristalline, il y a plus d'une soixantaine de versions. Donc, si vous utilisez une seule version également, vous êtes sauvé pour un temps. Donc, le Burkina a fait Bolgar 2. Il s'agissait de 2 gènes. Ce qui veut dire que quand on les combine, il est difficile que l'organisme qui le mange et qui subit les dommages puisse s'habituer pour développer de la résistance. Donc, du coup, la prescription de 6 litres à l'hectare a baissé drastiquement à 2 litres par hectare. On préconisait 2 parce que il y a d'autres types d'insectes qui sont aussi des ravageurs qu'on appelle les piqueurs-suceurs. Ces insectes piquent dans la capsule et vont vider les amandes fraîches. Et donc, du coup, même si ça n'a pas endommagé le système des fibres, les graines vont être vidées. Ce qui fait qu'au début, ceux qui refusaient de faire les 2 traitements qu'on demandait se retrouvaient avec beaucoup de coton, mais qui ne pèsent pas. Il s'agit également pour le pays, à travers le coton BT, de réduire l'usage des produits chimiques. Donc ça cause beaucoup de problèmes en aval d'utiliser trop de pesticides d'utiliser d'ailleurs les pesticides d'abord. Mais on n'a pas le choix, parfois on utilise les pesticides parce qu'on doit peser le pour et le contre. Donc si vous traitez 6 fois recommandé, donc les risques on peut avoir des effets moindres tout en produisant du coton. Mais si ça augmente trop si on augmente trop le nombre de pulvérisations, ça peut amener des effets néfastes pour celui qui pulvérise et même pour l'environnement.
Donc c'est pour ça que le coton BT a été, je pense, expérimenté et puis ensuite vulgarisé au Burkina Faso. Dès lors que le Burkina adopte le coton génétiquement modifié, si vous faites un calcul rapide de 600 000 hectares multiplié par 10 litres, ça fait 6 millions de litres de pesticides annuellement commandés au niveau de quelqu'un qui fabrique. Ce n'est pas le Burkina qui fabrique ça. Et puis du coup, ce marché de 6 millions de litres est réduit à 2 millions de litres avec des insecticides différents. Peut-être que ce n'est pas lui qui fournit ces insecticides. Donc, on a un coton qui a déjà son insecticide. Donc, le vendeur de l'insecticide, c'est qui? Vous êtes sûr qu'il sera content? Donc, je pense qu'il y a à un autre niveau des bagarres qui ne sont pas forcément à l'avantage du producteur, qui ignorent même ces genres de compétition financière. Mais quand les chercheurs disent, voici la proposition technique, et elle est bonne, elle a été évaluée et on a une structure qui est l'Agence nationale de biosécurité qui a évalué et qui a dit que c'est ça qui est bon pour éviter le trop plein de pesticides que nous avons. L'expérience du coton BT fera long feu. En 2016, le Burkina Faso suspend la culture du coton génétiquement modifié et renoue avec le conventionnel. Un revirement qui suscite des interrogations. Peut-on parler de dangers réels ou apparents liés à la culture du coton génétiquement modifié? Il n'y avait pas de problème en termes de biosécurité. Donc en termes de danger pour la santé humaine, animale et l'environnement, il n'y avait pas de danger. C'était une question économique en réalité qui est apparue en route. Et vous avez peut-être suivi, mais on parlait de la longueur de la fibre qui avait diminué. Non, il n'y avait pas une question de toxicité pour l'homme, parce qu'on consommait l'huile de coton. Le tourteau était utilisé par les animaux, mais il n'y avait pas de question de toxicité ni pour l'homme ni pour les animaux. Si le coton BT a été cultivé à grande échelle, puis suspendu, ce n'est pas le cas pour le niébé BT qui, lui, est toujours au stade expérimental. Que disent les premiers concernés, les producteurs agricoles? Nous sommes allés à leur rencontre. Bienvenue à Niamadougou et Negresso, dans le grand ouest du Burkina Faso. Ici, les producteurs ont l'expérience et du coton BT et du coton conventionnel. Bakary Sanou fait son diagnostic et apprécie. Les plus hautes autorités de ces pays-là, ils savent qu'ils connaissent la différence. Quand nous on faisait le coton BT, mais en termes de rendement et en termes de tonnage, mais qui ignore ça au pays? Personne. Vous voyez, on était premiers en Afrique, nous. Mais aujourd'hui, quel rang nous occupons aujourd'hui? C'est honteux. Vous voyez? Donc, vraiment, la différence là, ce n'est même pas à débattre. C'est clair et c'est net. Dans le coton BT, les rendements là, tu pouvais aller même jusqu'à 2 tonnes à l'hectare. Mais avec le conventionnel, le coton culteur qui peut avoir 2 tonnes à l'hectare, il faut te lever matin bonheur. C'est pas facile. Chez les Milogo, la situation n'est guère reluisante. Les choses semblent intenables. 2004 au Zemsen. On y voit Dami Soran. Comment c'est dans l'ambassade de Sisan? Magbara à Guadan. Nous une moto sans. Au Zemna. Quand Tolbon lo. Au Zemna. Mais Bibina, on dit que la peu. Comment c'est dans le Sénat? On dit que la peu. On t'a allé voir dans Sora. Arrête de boire à l'air. N'est pas fait. Au Zemna. Nous te sera qu'à Dama. À te bédier. Ne qu'on au Zemna fait. Comment c'est dans ton attaque? Casse Cabo. Casse Cabo n'a tonné. Eh bien, Pambe et quoi bien nous. Flan est rabé d'un phare. Allez, Banadoy. Tiens, nous tenons aux Zemni. Allez, te café ça. Allez, c'est vraiment kia et puis à Soron Cabo. Le traitement n'a l'unité. Mais quand le traitement nous fait tout le monde est chèque. Un traitement n'est qu'être malheureux, ça est tout le monde qui ça. Il y a des débats qui y a bien longtemps tout le monde. Traitement n'est pas si ça c'est que bien et quand il t'a long il bien minke. Ou là fana quoi si yani bon. Nan tu bichara fleni ozem tu bichara sur parce que les traitements ni traitement tara. Ou fana bi la faire donc c'est que barama. Produits chimiques à outrance, fuite de notre écosystème.
Des voix s'élèvent, au nombre desquelles des scientifiques et des organisations de la société civile. Un pays à 90% agriculteur. Et aujourd'hui, on est en train de regarder cette culture, nos agriculteurs se tuer à petit feu avec l'utilisation abusive des pesticides. Et ils nous tuent aussi dans la consommation de ces pesticides. Tous nos eaux au Burkina sont tuées de pesticides. Donc de grâce, qu'on nous ramène les OGM au niveau du coton, qui est déjà là, le contraire là, qu'on nous permet d'avoir le maïs BT, le riz BT et le niébé BT pour sauver notre agriculture, pouvoir se nourrir et pouvoir nourrir d'autres personnes en Afrique. Le Burkina a connu le coton BT et du coup, on a commencé une expérimentation du maïs BT pour que, au cas où on avait la pression de la chenille légionnaire, on allait être déjà prêt avec une technologie de maïs BT pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement est obligé de commander des tonnes de pesticides pour traiter le maïs. En tout cas, je ne suis pas des dernières pluies, mais moi je n'ai jamais vu de traitement de maïs ou de sorgho. Si ce n'est pas ces dernières années avec la chenille légionnaire, ça veut dire que c'est un acte nouveau que nous sommes en train de faire. Traiter du maïs, un produit de grande consommation. Traiter avec quoi? Même si nous avons des insecticides homologués, est-ce que nous sommes sûrs que tous les producteurs vont utiliser l'insecticide homologué? Alors qu'il n'y a pas de lecture possible après traitement, les graines de maïs vont venir chargées de pesticides et nous sommes tous en danger. En face, les anti-OGM. Eux, ils sont farouchement contre l'usage des OGM dans l'agriculture. Au niveau écologique, nous créons ce qu'on appelle une pollution génétique avec les semences endogènes. Vous savez que les manipulations génétiques commandent en fait ce qu'on appelle le bricolage de gènes au niveau de la semence. Et lorsque on va les mettre en plein champ, les mesures barrières sont difficiles en matière de pratiques agricoles pour beaucoup de raisons. Donc ces organismes génétiquement modifiés peuvent engendrer ce que nous appelons une pollution génétique avec des espèces endogènes existantes. Donc les individus, sans le vouloir, peuvent se mettre à consommer des organismes génétiquement modifiés malgré eux, parce qu'avec les OGM, il n'y a pas ce qu'on appelle la barrière des espèces. Nous sommes encore contre les OGM parce que du point de vue écologique, il y a ce qu'on appelle la probabilité d'une réduction drastique de la diversité sémencière. La pratique des organismes génétiquement modifiés impose une ou deux variétés. Ce qui veut dire qu'avec le temps, nous allons connaître une sécheresse, une réduction, sinon une disparition des autres variétés au profit des variétés génétiquement modifiées. Donc, c'est quelque chose qui est inacceptable du point de vue de la biodiversité. Ça va réduire même ce que nous appelons la multi-existence des variétés. Nous sommes contre les organismes génétiquement modifiés au niveau politique. Parce qu'avec les OGM, ça va créer de la dépendance. Nos paysans, pendant des millénaires, ils reproduisent leurs propres semences. Ils les sélectionnent, ils les gardent et ils transmettent de génération en génération. Il y a un aspect même culturel à l'intérieur qui fait que dans le temps, il n'était pas permis de vendre les semences. Mais avec les organismes génétiquement modifiés, il y a la question des brevets. Et une fois qu'il y a des brevets, ça veut dire que la semence n'appartient plus à ceux qui les utilisent. Pire, les paysans seront obligés à chaque génération de retourner auprès des firmes qui les ont conçues pour les acheter et revenir s'aimer. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait cette dépendance-là des producteurs. Quand vous regardez la science qu'on explique au niveau des OGM, ce n'est point pour augmenter les rendements, ce n'est point pour lutter contre des quelconques ravageurs, absolument pas. Les raisons fondamentales dont nous avons expliqué résident plutôt dans les questions du brevet, dans les questions de maîtrise de ces variétés pour en faire usage du business. Parce que, quand vous observez, il y a ce qu'on appelle
des savoirs endogènes pour venir à bout des ravageurs. Cela existe. Mais pourquoi la recherche ne se focalise pas sur ces savoirs-là et la recherche va chercher d'autres solutions hasardeuses qui peuvent en fait créer des problèmes de la biodiversité, créer des problèmes au niveau de la santé, créer des problèmes de dépendance. On vend l'insuline. C'est des bactéries génétiquement modifiées qui fabriquent l'insuline. Personne ne sort marcher contre ça. Et quand vous les demandez, les activistes vous disent non, si c'est les OGM dans le domaine pharmaceutique, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais c'est quoi la pharmacie? Et l'aliment? L'aliment, c'est le premier médicament de l'homme. Si tu acceptes qu'on t'injecte un OGM directement dans tes veines, je ne vois pas pourquoi tu vas craindre le maïs génétiquement modifié qui contient une protéine bien connue. Et la protéine, il y a des scientifiques au Burkina capables de vous la décrire, de la purifier, d'évaluer sa toxicité. Ce n'est pas caché, on sait de quoi il s'agit. Ce n'est pas que nous sommes contre des manipulations génétiques en laboratoire, non. Le génie génétique est une science qu'on peut exploiter pour certaines solutions. Mais notre combat, c'est le rejet en fait de l'application du génie génétique essentiellement dans l'agriculture. Vous regardez aujourd'hui le cas du vaccin Covid. C'est le produit de la biotechnologie moderne. Mais nous sommes soucieux de notre santé et nous ne parlons pas. Donc il faut avoir une vision large de ces questions. Des sources améliorées sont aujourd'hui utilisées en industrie agroalimentaire pour améliorer la qualité des produits, mais nous ne parlons pas. Lorsqu'il s'agit plutôt de l'agriculture, où souvent on ne voit même pas très bien les choses, on ne les comprend pas, on commence à se plaindre. Moi je pense qu'il faut avoir cet esprit de discernement et avoir confiance également aux structures et avoir confiance aux scientifiques. Les scientifiques ne sont pas là pour produire, pour nuire à la santé des populations, loin de là. La recherche doit être en faveur du bien-être des populations. Tout compte fait, le Burkina Faso devrait trancher et prendre les mesures qui sied, surtout que d'autres pays y sont déjà. Retour sur ce plateau avec notre invité, Dr Edgar Traoré. Dr Traoré, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chercheur sélectionneur à l'INERA et vous chapeautez le département de recherche en matière de riz. Vous êtes également le coordinateur pays de OFAB, le forum ouvert sur la biotechnologie agricole. C'est bien ça? C'est ça. Ok, docteur, parlons des organismes génétiquement modifiés. On a l'impression que pour ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés dans le domaine agricole, les gens sont pas trop d'accord, alors que dans d'autres domaines, comme c'est le cas dans le domaine de la santé, les gens sont favorables. Pourquoi c'est cette situation-là? Merci pour la question et merci surtout pour l'opportunité que vous nous offrez. Parce que OFAB, c'est le forum ouvert pour les biotechnologies agricoles. C'est une plateforme qui permet de rapprocher les scientifiques des consommateurs des produits de recherche, essentiellement les produits biotechnologiques. C'est vrai que le mot OGM déjà fait peur. Et généralement, quand les gens disent les OGM, je pense que ça sonne faux, à mon avis. Techniquement, on ne devrait pas parler des OGM. On devrait parler d'un OGM à la fois. Parce que chaque OGM est développé pour adresser un problème particulier. Les gens ne sont pas forcément d'accord parce que les activistes ont dévancé les chercheurs dans l'information, dans le domaine de la communication. C'est-à-dire que ceux qui parlent des OGM ne sont pas ceux qui sont capables de définir le gène. Alors que quelqu'un qui devrait s'inviter dans ce type de débat devrait avoir un minimum de connaissances sur la biochimie, microbiologie, l'enzymologie, la génétique et beaucoup d'autres secteurs. Il y a environ 12 technologies, 12 domaines scientifiques que quelqu'un devrait pouvoir assimiler pour s'inviter dans de tels débats. Justement, pour le cas du coton BT, le coton BT a été introduit pour régler un problème spécifique. Après quelques années d'essais, le Burkina Faso a suspendu. Pourquoi, selon vous, le Burkina Faso a suspendu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Burkina Faso n'a pas suspendu la technologie BT. En réalité, il se trouve que... Mais pour le coton, ça a été suspendu. La technologie est toujours autorisée. Mais il y a un peu d'amalgame là-dessus. La culture n'est pas suspendue. La culture est toujours autorisée par les régulateurs, c'est-à-dire l'Agence nationale de biosécurité a encore
l'autorisation pour la culture du coton BT court jusqu'en 2023. Oui, je suis d'accord avec vous. Le cas du Burkina, mais sur le terrain, oui, on n'a plus, plus le coton BT. Pourquoi ceci? Parce que dans le cas du Burkina, on n'a pas voulu prendre une variété étrangère. Nous avons demandé la technologie BT, qui est en fait le gène que nous avons inséré dans la variété nationale de coton. Maintenant, ce type de manipulation exige un niveau de connaissance assez poussé en matière de génétique. Donc, beaucoup de gens s'invitent dans les débats de bac cross. C'est vrai que les bac cross, ce n'est pas forcément une limite, parce qu'on peut vraiment s'arrêter à bac cross 2, ça n'empêche que le produit sera bon. C'est-à-dire qu'on a pris le gène dans la variété américaine et nous avons inséré dans la variété burkinabé. Le produit qui en sort, c'est la rencontre de deux technologies. La première étant la sémence développée par les Burkinabés. La deuxième, c'est le gène développé par Monsanto qui a été introduit dans le coton burkinabé. Maintenant, lorsque vous faites ce type de croisement, vous développez ce qu'on appelle un hybride qui va passer dans un processus de ségrégation. Okay. C'est-à-dire au départ, vous avez le résultat que vous voulez, mais dans les générations qui descendent depuis la première génération, au bout de la 7e, 8e génération, vous avez beaucoup de cas de figure avec des combinaisons du parent donneur de gène qui a la fibre courte et du parent qui reçoit le gène qui a la fibre longue. Maintenant, si vous ne faites pas attention aux sélections année par année dans le domaine de la technologie sémencière, vous passez à côté, par exemple, par rapport à des traits comme, par exemple, la longueur de la fibre, la ténacité de la fibre, la couleur de la fibre, qui sont, en fait, des points forts du coton burkinabé. Parce que vous êtes focalisé sur les deux gènes que Monsanto nous a accordés, oui, pour lesquels on paye des royalties. Oui. Donc, finalement, notre coton s'est retrouvé avec les deux gènes, mais les fibres un peu de plus en plus courtes. Est-ce qu'il y avait une solution scientifique pour régler ce problème-là? C'est même pas une solution compliquée. C'est-à-dire qu'au fil des années, on s'est retrouvé avec un mélange de fibres. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'individus de cotonniers portant des fibres courtes avec les deux gènes que d'individus portant les deux gènes avec des fibres longues. Il revenait seulement à la recherche, au travail de sélectionneur, de sélectionner les individus avec les fibres longues ayant les deux gènes. Ça, c'est un travail de moins d'une année. Et on pouvait nettoyer le fond génétique pour se débarrasser des fibres courtes et repartir avec notre coton, avec la longue fibre et avec nos deux gènes qui maîtrisent le ravageur. Et ça nous permettait d'économiser de 6 à 10 litres de pesticides pour chaque hectare que nous cultivons au Burkina. Est-ce que le tout OGM n'est pas un risque? Parce que ceux d'en face, les anti-OGM, estiment que on va dépendre des multinationales en termes de semences. Non. Le tout OGM, d'abord, le tout OGM n'est pas possible. L'OGM, on le sélectionne, c'est un choix par rapport à un problème donné. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à le faire. Si le ravageur n'est pas là, pourquoi on va prendre un coton qui est armé contre ce ravageur? On va utiliser le coton conventionnel naturellement parce qu'il va devenir moins cher. Maintenant, dire que le tout OGM, notre maïs qui va venir pour les OGM, ne sera utilisé que dans les zones à haute pression de ravageurs. Le niébé BT qui est en expérimentation dans nos laboratoires, ce niébé va permettre par exemple aux zones où le niébé ne peut pas être cultivé parce qu'il y a Maruca vitrata qui dévore ce niébé. Ben, si nous avons la technologie sous la main, c'est un outil utile pour la sécurité alimentaire. Parce que dans ces zones-là, malgré la présence de Maruca, on pourra utiliser du niébé génétiquement modifié, ce qui n'empêche pas d'avoir les versions conventionnelles. Pour ceux qui veulent faire de la culture bio, ça ne pose aucun problème. La dépendance par rapport aux semences, c'est aussi des mots, enfin des versions qui ont été répandues par des activistes. Le coton burkinabé la sémence du coton génétiquement modifié au Burkina était entièrement maîtrisée par le système sémencier national. Aucune semence ne venait de l'extérieur. On parlait également de la cherté de ces semences-là également. Oui, ça aussi c'était un choix. Vous avez une sémence qui coûte 100 francs, plus 1000 francs de pesticides. Et une autre sémence qui coûte 900 francs, plus 100 francs de pesticides. De toute façon, ça fait 1100 francs pour les deux. C'est à vous de choisir. Donc c'est un choix rationnel qu'il faut faire. Je pense qu'au Burkina, on avait travaillé à ce que le coût de la sémence soit équilibré avec le coût des pesticides. De sorte que
quand vous prenez la sémence conventionnelle, parce que c'était un choix. Les gens, au Burkina, on avait toujours 3 types de coton. Le coton bio, que des gens préfèrent, le coton conventionnel, que 20% des producteurs cultivaient, et 80% avaient choisi le coton génétiquement modifié pour des raisons économiques, mais des raisons de santé également. Mais le prix du coton, la sémence, ne doit pas être calculé seul. Il faut prendre le prix de la sémence plus le prix de l'insecticide. Pour les 2 cas, et quand vous regardez la balance, je crois que ça faisait 23 000 pour l'hectare. Avec l'un, où la sémence est très moins chère, ça c'est le conventionnel, mais beaucoup de pesticides que vous allez devoir compléter parce que les 6 litres qu'on va vous donner là ne suffiront pas. Parce que le ravageur est habitué à la plupart de nos pesticides et de plus en plus, on a des pesticides beaucoup plus violents et qui se retrouvent dans nos plats. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication pour ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés? Oui, il y a eu un problème de communication, mais un problème de surcommunication venant du mauvais côté. Des activistes ont juste combattu aveuglement. Et quand vous regardez les activistes, au lieu de s'attaquer même à la technologie, ils s'attaquaient par exemple à Monsanto. Monsanto, ce n'est pas forcément notre ami. Mais Monsanto a développé une technologie qui a été utile et qui est utile pour nous. Cette technologie peut nous permettre de réduire considérablement l'utilisation des pesticides dans ce pays. Donc je suis souvent vraiment ahuri de voir que des agroécologistes combattent le coton génétiquement modifié qui ne permettait que 2 litres de pesticides à l'hectare. Ils ont combattu ça pour faire venir un coton conventionnel qui demande 6 litres et même 10 litres. Beaucoup de producteurs vont vous faire des témoignages. Il y en a qui vont jusqu'à 12 litres. Si vous êtes agroécologiste, moi je pense que j'allais choisir le coton génétiquement modifié qui permet de réduire l'utilisation des pesticides. Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Le choix est clair. Mais ces gens combattent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Apparemment, il y a des gens derrière qui les amènent à combattre des technologies, je ne sais pas trop pourquoi. Mais le plus important, c'est que le gouvernement burkinabé, les chercheurs burkinabés doivent savoir ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a beaucoup d'autres technologies que nous développons qui rendent service à nos populations, mais il n'y a pas de question là-dessus. Il y a des technologies qui sont similaires aux OGM. Quand on prend par exemple la mutagénèse, lorsqu'on fait les irradiations des graines pour avoir des mutants qui sont meilleurs par rapport à nos cultures conventionnelles, ça a les mêmes risques que les OGM. Mais ça, par exemple, ça ne pose aucun problème. Parce que le chercheur qui est là n'est pas là pour chercher des problèmes, mais pour chercher des solutions aux problèmes. Ok, docteur Traoré, on a compris votre position. On va également chercher à rencontrer les anti-OGM pour avoir leur version de fait. Et on va même les inviter ici, peut-être avec vous, pour qu'on puisse en tout cas mieux parler de cette question. Merci, docteur Traoré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Vous êtes également le coordinateur national, le coordinateur pays de OFAB, le forum sur la biotechnologie agricole. Merci également à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission. À vous également qui désirez associer votre image dans ce magazine, merci de contacter les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, Dieu voulant, pour un autre numéro sur les questions agricoles.